Merci. Je vais aussi exprimer un mot de remerciement à Jonathan et à la CFAN en général et aussi aux chaires de recherche du Canada dont l'appui me permet de mener les recherches que je vous expose aujourd'hui. Je vais vous entretenir du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Non pas nécessairement celui que vous connaissez, je pense que tout le monde ici et ailleurs, que vous avez déjà, vous connaissez la figure de Martin Luther King Jr. J'ai pris cette image de fond de la grève des éboueurs à Memphis, au Tennessee, et parce que les manifestants sont en train d'affirmer que c'était des hommes. Je voulais aussi montrer les femmes qu'on connaît, qui ont joué un rôle très important dans ce mouvement. Rosa Parks, Fannie Lou Hamer devant la Maison-Blanche. Alors là, on est dans les années 1950 et 1960. Tandis que les origines de ce mouvement remontent au 19e siècle, 100 ans auparavant, et le fer de lance d'une lutte pour l'égalité raciale, c'était des francophones de la Louisiane, des créoles, des gens de couleur et des alliés blancs. Et c'est de ces gens-là qu'on va parler aujourd'hui, de leur travail comme journaliste et comme écrivain. Donc, j'ai toujours un plan, normalement, quand je présente. Donc, vous avez les titres là. Je peux m'arrêter après chaque point pour voir s'il y a des petites questions, si quelque chose n'était pas clair. J'ai présumé aucune connaissance préalable de l'histoire des États-Unis. Donc, libre à vous de poser des questions. Donc, on commencera par parler d'une date anniversaire. Il y a 150 ans, il y a eu une victoire après la guerre civile qui a mis fin à l'esclavage. J'en parlerai tout à l'heure. Et ensuite, on va voir ce qu'il y avait de spécifique en Louisiane francophone, pour propulser ce mouvement-là de l'égalité raciale après l'esclavage. Ensuite, on va retourner 2 ans avant cette année-là, et d'où mon titre avec ces années dédoublées, pour parler du rôle d'un journal, le premier quotidien afro-américain aux États-Unis. C'est un journal bilingue dirigé par des hommes de couleur et leurs alliés. Et on finira par lire et examiner un poème de 1768. Et donc voilà, ça c'est le parcours que je vous propose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, pour le contexte, vous avez ici une carte tirée d'un manuel scolaire, en fait, du site web de National Geographic, qui montre comment mon pays d'origine, moi je suis originaire de la Louisiane, s'est scindé en deux dans les années 1860. Donc, il y a eu une guerre terrible qui a opposé les États du Nord, qui sont restés les États-Unis, à un pays, un nouvel État pro-esclavagiste, les États confédérés d'Amérique. On parle aussi de la Confédération. C'était le sud des États-Unis. Je pense que vous connaissez peut-être un peu ça, mais ça peut aider de replacer ça visuellement. La Louisiane est ici, à côté du Texas. Cette guerre a duré 4 ans. Et le contentieux principal, c'était l'esclavage. Vraiment, au départ, l'expansion de l'esclavage vers l'ouest, mais c'est devenu une guerre pour déterminer l'avenir de l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Donc, vous avez quelques dates ici, à la gauche. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est dans cette deuxième case, c'est l'occupation de la Nouvelle-Orléans par les troupes fédérales, c'est-à-dire du Nord, très tôt, même pas après une année de guerre. Il y a une flotte qui arrive, la Nouvelle-Orléans est prise ou libérée, si on est en état si on est esclave, c'est une libération, c'est pas une occupation. Et donc, ça va mener à une expérience qu'on appelle la reconstruction. Qu'est-ce qu'on fait après la guerre civile avec une population de 4000 personnes qui avaient été tenues en esclavage, qui sont maintenant libres? Comment les intégrer et comment reconstruire la nation ensemble? Ça s'est déroulé en 2 phases, dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, la première phase, qu'on appelle la reconstruction présidentielle, d'abord sous Abraham Lincoln, qui est probablement un nom que vous connaissez, après son assassinat sous Andrew Johnson. Et c'était une approche un peu laxiste. Bon, on veut revoir les États qui s'étaient séparés des États-Unis. Puis ensuite, on s'est rendu compte que ça se passait très mal et qu'on risquait à nouveau de tomber dans des hostilités. Et on entre dans une phase beaucoup plus ambitieuse qu'on appelle la reconstruction radicale, où le Congrès prend les rênes. Alors, où en sommes-nous? Donc, voilà, à l'époque, c'est très riche en images. Il y avait des journalistes qui étaient sur place, qui dessinaient ce qui se passait. Ici, vous avez une lithographie de 1767
qui montre un agent d'un département du gouvernement qu'on appelait le Bureau des réfugiés, des affranchis et des terres abandonnées, c'est le Freedmen's Bureau en anglais, qui essayait de maintenir la paix alors qu'il y avait d'anciens confédérés qui allaient se heurter, avoir une bagarre, carrément, une échauffourée avec d'anciens esclaves qu'on appelait des affranchis. C'est freedmen en anglais. Et donc, on est dans une ambiance d'hostilité. Donc, les gens qui ont l'impression d'avoir perdu, ils veulent avoir le pouvoir qu'ils avaient, qui est une hiérarchie raciale comme blanc. Et puis, il y a les aspirations des anciens esclaves qui cherchent à être libres et égaux. Et là-dedans, il y aura un point culminant en Louisiane, il y a 150 ans. C'est une année assez riche en anniversaire en Louisiane. La ville de la Nouvelle-Orléans a été fondée il y a 300 ans par un gars de Montréal, Pierre Lemoine de Bienville. Puis il y a 150 ans, un peu après la fin de la guerre, au terme de beaucoup de joutes politiques, la fraction la plus radicale a pu instaurer une constitution qui garantissait l'égalité de tous les citoyens hommes. Donc, on instaure le suffrage universel masculin. Il y a une intégration raciale des écoles publiques. Et si vous ne le savez pas, tous ces gains ont été perdus. Et les écoles publiques dans ma ville natale en Louisiane ont été intégrées au 20e siècle, 8 ans avant ma naissance, en 1971. Donc, évidemment, pendant une longue période après, on a des écoles pour blancs et des écoles pour noirs. Mais à cette époque-là, il y a une expérience qu'on va mener. Il y a un accès sans discrimination raciale aux lieux publics, y compris les transports en commun. Encore un siècle plus tard, presque, on va voir la même chose avec Rosa Parks, qui essaie de monter dans le bus et de s'asseoir avec les Blancs. On garantit la liberté de la presse, on va voir pourquoi tout à l'heure, et on a une définition inclusive de la citoyenneté, sans distinction de race ou de conditions antérieures de servitude, c'est-à-dire si on a été esclave ou non. Et des Noirs, francophones et anglophones, ont participé à ce mouvement-là. Ça, c'est une affiche commémorative qui montre le nouveau lieutenant-gouverneur, Oscar Dunn, né esclave, avec des représentants à la Convention constitutionnelle. Donc, on célébrait ça. Alors, le rôle de ce qu'on appelait à l'époque les gens de couleur. Je vais utiliser quelques termes qui renvoient à l'identité, qui ne seront pas très clairs, mais que je vais définir un peu tout à l'heure. En 1862, l'armée du Nord arrive. Les autorités confédérées désertent la ville de la Nouvelle-Orléans. C'est la plus grande ville du sud des États-Unis. C'est la ville la plus riche. C'est le deuxième port après New York. C'est la deuxième destination des immigrés allemands, irlandais, italiens à l'époque. Et c'est aussi une ville bilingue, très francophone, vraiment polyglotte, mais bilingue, où l'ancienne population francophone a quand même une présence très importante dans toutes les sphères de la société. Eh bien, en 1862, l'armée fédérale arrive et ils vont commencer à vouloir rétablir la présence du gouvernement des États-Unis à la Nouvelle-Orléans. Il y a un gouvernement militaire et des hommes de couleur qui, auparavant, vraiment, ils se tenaient quoi? Ils se tenaient quoi? Ils se demandaient comment ça allait se dérouler. Ils vont tout de suite fonder un journal qui s'appelle, d'abord dans un premier temps, l'Union. L'Union renvoie aux États-Unis. Si on était unioniste, on était contre la Confédération, contre le Sud. C'est l'Union, mémorial, politique, littéraire et progressiste. Ça va durer presque 2 ans jusqu'à l'été de 1864. Et quand ça tombe, 2 jours plus tard, le même groupe en fait fonde un autre journal, La Tribune de la Nouvelle-Orléans, qui va avoir un rayonnement national et même international. Il y a des abonnés en France, c'est envoyé à tous les membres du Congrès des États-Unis. C'est une feuille bilingue et c'est le premier quotidien dirigé par des Noirs ou des hommes de couleur aux États-Unis. Et en faisant cela, les personnes impliquées, l'équipe du journal, ils avaient vraiment l'impression de mener une révolution, une vraie révolution. Et ici, j'ai mis une citation d'un des fondateurs, un enseignant, Paul Trévigne, homme de couleur, qui a annoncé dans le premier numéro, « Sans crainte et sans trouble, nous inaugurons aujourd'hui une ère nouvelle
dans les destinées du Sud. Ils savent que le monde est en train de trembler et de changer, hein, comme ça. Et l'année 1800, donc c'est une aventure qui va durer 7-8 ans, cette aventure, cette entreprise journalistique-là. Et ça va vraiment se fracasser en 1868. C'est un peu ironique, au moment même où il y a cette victoire politique de la Constitution, il y a un schisme entre deux figures importantes du journal. Vous avez à la gauche le principal, je dirais, celui qui a vraiment fondé le journal, Louis-Charles Roudanet. C'est un médecin, c'est un homme de couleur, c'est-à-dire qu'avant la guerre, il était libre, mais il n'avait pas tous les droits des Blancs. Il ne pouvait pas voter. Il y a certaines professions qu'il ne pouvait pas exercer. Il a étudié en France à la faculté de médecine de Paris et à Dartmouth College également. Et avec Paul Trévigne, c'est lui qui fonde l'Union. Et un peu plus tard, ils vont s'adjoindre un Belge qui est un réfugié politique, Jean-Charles Houzeau, qui curieusement, il a le teint un peu foncé et les gens croient que c'est un homme de couleur et ils se laissent passer comme ça, ils se font un peu dans la population de couleur. Et c'est un scientifique, c'est un astronome, il avait un poste à l'Académie royale de Belgique. Et il quitte la Belgique pour des raisons politiques. C'est un socialiste convaincu. Il va en Martinique, il va au Texas, il finit par s'installer en Louisiane. Et il a la haine de tous les préjugés, de toutes les discriminations. Donc c'est un grand allié du journal. Il signe des centaines d'éditoriaux. Et c'est lui vraiment qui va essayer de convaincre les francophones de couleur d'élargir leur mission pour inclure les affranchis, les anciens esclaves, qui étaient beaucoup d'anglophones d'entre eux. Alors, ce qui se passe aussi dans ce journal, et c'est là où on arrive à la littérature, c'est que beaucoup des membres de l'équipe ou des collaborateurs, ce sont des gens qui ont l'esprit, le sens des lettres. Ils lisaient tous les grands auteurs français. Ils avaient été instruits dans des écoles publiques où on lisait Fénelon, Voltaire. Au 19e siècle, ils lisaient les poètes romantiques, Hugo, Lamartine. Ça, c'était leur pain spirituel, hein, la littérature française. Et au cours de à peu près 7 ans, il y a environ 80 poèmes qui paraissent par des gens de couleur de la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est le projet de livre que je suis en train de faire. J'ai découvert quelques nouveaux poèmes. Et donc, ça nous a amené à peu près 80 poèmes. Et j'ai tout traduit en anglais. On est en train de réviser le manuscrit, vraiment en vers anglais. Parfois, un tout petit poème, c'était 8 heures de travail, hein, pour la rime, pour la forme, pour que ça résonne. Et j'espère autant que les poèmes originaux. Là, hier, j'ai calculé, je ne l'avais jamais fait l'exercice, mais j'ai calculé combien de poèmes sont composés par auteur. Il y a vraiment un écrivain qui domine, c'est aussi un autre enseignant, Adolphe Duhart. Vous allez voir, il y a pas mal d'enseignants dans la bande. Il compose plus de la moitié des poèmes, il écrit aussi des nouvelles. C'est un homme de couleur qui a des origines en Haïti. Ses 2 parents avaient des origines à Saint-Domingue. Et puis pour les autres, ce sont des noms que, quand vous allez acheter le livre ou je vais vous l'envoyer parce que je vous aime bien, vous allez les voir. Mais ce sont des militants, hein. Il y en a qui sont enseignants, il y en a qui sont acteurs. Victor Eugène McCarthy, qui a écrit quelques poèmes, c'est un acteur, c'est un chanteur. Ce sont des gens extrêmement cultivés, très dynamiques. Et le poème que je vais présenter a été signé par, malheureusement, quelqu'un que je ne peux pas identifier. Personne n'a su l'identifier. C'est un pseudonyme. J'ai cherché dans les recensements, dans les bottins de la ville. Aucune idée qui est Camille Naudin, mais il signe 4 poèmes qui sont très percutants, à commencer par sa Marseillaise noire, Chant de paix, et sur une petite période de temps, hein, en 1767, et on verra pourquoi tout à l'heure. Donc ça, c'est le corpus poétique. Et encore, dans le même premier numéro du journal, il y a le sens que, et ça passe là, à travers la poésie, le monde bouge, le monde est en train de craquer, et quelque chose de beau va en sortir. Là, on a le premier poème à paraître, s'intitule « L'ignorance », par Henri-Louis Rey. C'est un ancien soldat. En fait, à l'époque, il était encore soldat dans les premières unités noires de l'armée des États-Unis. Et il écrit la toute première strophe, « Qu'importe si le canon gronde et si partout s'en trouve un tombeau, c'est le départ d'un mauvais monde.
l'aurore d'un autre plus beau. Hein? Tout change, tout est en train de changer et ils sont en train de témoigner de cela et d'y participer. Donc ça, c'est cette énergie qui va nous amener à cette victoire en 68. Et là, je ne sais pas s'il y a des questions que vous avez. Oui, ça va? OK. On va remonter en arrière, vraiment en arrière, à l'époque coloniale, pour voir d'où viennent ces gens. Mais avant, je veux aborder un peu les questions identitaires. Qui étaient ces gens? Hein? Au début de la guerre de sécession, en 1868, il y a à peu près 700 000 personnes en Louisiane. Hein. Il y a une population d'environ 700 000. 47% sont des personnes tenues en esclavage. Okay? Ce n'est pas la majorité, comme en Caroline du Sud ou au Mississippi, mais c'est quand même beaucoup. Il y a un peu plus de blancs libres. Et puis, parmi ces gens-là, il y a environ 20 000 qui sont des personnes de couleur libre. Ils doivent signer leur nom, souvent FMC, Free Man of Color, ou FWC, Free Woman of Color, ou en français, et HCL, Homme de couleur libre ou Femme de couleur libre. Ils sont vraiment dans une catégorie de deuxième zone. Hein? Donc, on a une société à 3 étages. On a des blancs libres, on a des gens de couleur libre qui ont certains droits, mais pas tous. Et puis, on a une masse servile, hein, en servitude. Et ces gens de couleur libre, ils formaient une société très serrée, surtout à la Nouvelle-Orléans, et la moitié de ces 20 000 résident à la Nouvelle-Orléans. C'est une population urbaine. Ils ont une vie associative, très riche et très dense. Ils se connaissent tous. Ils étudient dans les mêmes écoles. Ils sont parents les uns avec les autres. C'est vraiment un petit milieu très dynamique. Et traditionnellement, on disait un peu isolés, c'est-à-dire entre eux, parce qu'ils ne pouvaient pas se marier avec des Blancs, mais beaucoup ont des pères blancs et des mères qui sont des femmes de couleur. Et même les écrivains que vous avez vus, plusieurs ont des pères blancs et des mères femmes de couleur. Et certains sont propriétaires d'esclaves aussi. C'était le système en place. On pouvait être noir libre et acheter des gens de sa famille pour les libérer, ou on pouvait être noir libre et acheter des gens pour les faire travailler, hein, comme des Blancs. Ça existait absolument. Et donc, ces gens de couleur que vous avez vu des exemples tout à l'heure, quand ils voient que la guerre est en train de basculer et qu'un nouvel ordre social va sortir, il y a une élite, un petit groupe qui veut se positionner et qui croit vraiment en l'égalité. Hein? Ils croient vraiment qu'un meilleur monde est possible. Ils sont quand même privilégiés. Comme j'ai dit, certains ont étudié en France, ils sont propriétaires, donc ils ne ressemblent pas nécessairement aux esclaves qui sortent des plantations, mais ils veulent être à l'avant-garde de ce mouvement. Et ils veulent aussi conserver leur position. Hein. Donc, il y a différentes thèses de comment interpréter ce qu'ils ont fait à cette époque. Il y a une thèse un peu plus conservatrice, je vais passer rapidement, que certains historiens, ils ont surtout vu une défense de leurs intérêts. C'était une caste privilégiée, et ils avaient des intérêts à défendre, et ils ne voulaient pas perdre leur position. Bon, comme ça. Donc, quand ils adoptaient un langage beaucoup plus égalitaire, c'était pour défendre leurs intérêts et rester dans le leadership. Puis, il y a une thèse un peu plus radicale, surtout avancée par une historienne, Karen Kosey-Bell, qui voit vraiment des révolutionnaires. Et elle a étudié tous les discours et leur idéologie, pas tous seulement dans les journaux, pour dire que, ils avaient peut-être une position un peu particulière, mais c'était des radicaux, c'était des révolutionnaires, ils y croyaient, c'était des idéalistes. Hein, et ils voulaient ce monde qu'on vient de voir dans les poèmes. Et puis, plus récemment, il y a une approche qui considère que ces identités-là, et nos identités, c'est une approche qu'on peut qualifier de postmoderniste, qu'en fait, tout est stratégique. En fait. Si on adopte une position idéaliste, c'est parce que ça sert des intérêts. Et même l'identité qu'on va s'attribuer, ça aussi, c'est stratégique. C'est pas du tout fixe. Et on le voit avec cette population. Il y en a qui ont, et à l'époque, moi je connais des Noirs de Louisiane, aujourd'hui, élevés comme Afro-Américains, ils ont la peau plus claire que la mienne. Hein? On ne saurait absolument pas. C'est absolument pas donné. La race, c'est un construit social, sociopolitique. C'est une étiquette. On ne sait pas en regardant beaucoup de gens. On ne sait absolument pas. Puis il y a un certain nombre que, après une génération, ils deviennent blancs. Hein? Et un descendant de Louis-Charles Roudanet, Marc Roudanet, il a découvert, il y a une vingtaine d'années, que c'est un descendant du fondateur du journal, mais il a toujours été élevé comme blanc. Il y a des gens de sa famille qui sont devenus des blancs. Donc, il y a une approche qui s'intéresse beaucoup à l'identité comme stratégie. Hein. Ce n'est pas du tout fixe, en fait.
Alors, pour remonter dans l'histoire, il y a une longue série de dates. Je ne vais pas mentionner toutes les dates, c'est surtout des rappels pour moi, mais j'ai dit tout à l'heure que la Nouvelle-Orléans a été fondée il y a 300 ans. Et la Louisiane est espagnole pendant une bonne quarantaine d'années. Quand la Nouvelle-France tombe aux mains du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne à l'époque, la France cède la Louisiane à l'Espagne pour stopper l'avancement de l'Angleterre sur le continent. Ça, c'est très important pour les Noirs qui deviennent libres parce que l'Espagne, dans les colonies espagnoles, il y a une approche un peu plus libérale en matière d'affranchissement, de devenir libre. Les Espagnols créent des milices de couleur et donc il y a des possibilités d'avancement social sous le régime espagnol qui n'étaient pas nécessairement possibles sous le régime français et qui ne seront pas possibles sous le régime américain non plus. Quelques autres jalons. La Louisiane est vendue aux États-Unis en 1803. Et à cette époque-là, donc les États-Unis sont devenus un pays dans les années 1880. C'est très important parce que peu de temps après, la Révolution française éclate et proclame l'égalité des hommes. Et dans les colonies françaises, des personnes en esclavage entendent ce message-là et lancent leur propre révolution. Et en Haïti, ça explose. Vous avez une masse de 500 000 personnes tenues en esclavage, un petit groupe de personnes libres, de couleur et blanche. Et Haïti devient, c'est vraiment la première révolte qui devient une révolution servile réussie, qui devient un pays indépendant. Et tout ça a terriblement des répercussions en Louisiane. Entre autres, démographiquement, en 1809, il y a une crise de réfugiés à Cuba où beaucoup de planteurs étaient allés s'installer pendant la révolution haïtienne parce qu'en Europe, Napoléon Bonaparte envahit l'Espagne et comme réplique, les autorités espagnoles à Cuba expulsent tous les citoyens français et bien du jour au lendemain, 10 000 réfugiés arrivent à la Nouvelle-Orléans. C'est un tiers de blancs libres, un tiers d'esclaves et un tiers de gens de couleur libre. Et c'est au moment où la Louisiane devenait américaine, elle reste très française pendant des décennies à cause de cette crise de réfugiés-là. La population double en quelques semaines. Et puis surtout, cette classe de gens de couleur est très renforcée sur le plan démographique. Alors, un peu plus tard, là, je vais passer rapidement. La Louisiane devient un État en 1812. Et c'est à l'époque où les États-Unis s'engagent dans une autre guerre avec l'Angleterre, où la bataille décisive arrive à la fin. C'est la bataille de la Nouvelle-Orléans, où des milices de couleur sont enrôlées par un futur président. Et ça crée un sentiment de fierté chez eux, une tradition militaire qui va être retrouvée, qu'ils vont retrouver pendant la guerre civile. Quelques autres jalons, 1848, c'est une révolution en France. Louis-Charles Roudanet est en France, il monte aux barricades avec les ouvriers de Paris, on connaît ça va l'affecter beaucoup. Et puis la France abolit l'esclavage dans ses colonies, les gens de couleur regardent, ça les intéresse beaucoup. Et dans les années 1850, les sudistes blancs commencent à devenir très craintifs, il y a beaucoup de tensions politiques aux États-Unis, et il y a une série de lois qui sont adoptées pour limiter les droits des gens de couleur. Je ne passerai pas dans les détails, mais c'est pas très drôle pour eux, et plusieurs centaines vont émigrer au Mexique et en Haïti. Ça, c'est juste avant la guerre. Alors, pour Bell, tout ça va créer des ingrédients qui vont favoriser l'émergence de ce qu'elle appelle, ce n'est pas un mot de l'époque, c'est un mot de chercheur, d'historien, une tradition contestataire afro-créole. Créole, c'était les francophones de Louisiane. Afro-créole, on reconnaît qu'il y avait des origines africaines parmi une partie de la population. Et que cette tradition, c'est ça qu'on va voir dans la tribune, y compris dans les poésies. C'est vraiment une idéologie spécifique d'égalité, de liberté, mais qui a des connexions avec ce qui se passait partout autour du monde atlantique. Donc on peut voir, et ça c'est vraiment une liste d'ingrédients, comme dans une recette, qu'est-ce qu'il y a dans cette idéologie, dans cette tradition contestataire. Il y a un historique de pratique de résistance des personnes qui étaient des esclaves. Ça pouvait être des révoltes, la fuite et tout. Donc il y a ça. Il y avait cette tradition militaire que j'ai mentionnée. Il y avait des influences idéologiques de la France, le républicanisme. On est des citoyens, on est égaux.
et de vouloir faire valoir des droits de l'homme pour tout le monde. Il y a aussi l'adaptation de cette idéologie en Haïti, un universalisme radical, antiraciste, et aussi l'image positive de l'homme noir, que Haïti va projeter et va adopter. Il y a le romantisme français, philosophique et littéraire, et il y a, on ne voit pas très bien en bas, mais quand même, il y a la franc-maçonnerie. Beaucoup sont des maçons, ils ont des clubs sociaux, ils sont aussi francs-maçons, que l'Église catholique n'aime pas beaucoup, en général, la franc-maçonnerie. Et dans cette élite de couleur, ils sont plutôt attirés par, donc ils sont des catholiques de tradition, comme au Québec, comme au Canada français, mais ils sont à l'affût de courants dissidents et progressistes, et même schismatiques, et ils vont finir par, plusieurs d'entre eux, adopter une nouvelle religion. On pense que le Nouvel Âge, c'est une affaire des 70s, mais ça ne l'est pas. Au 19e siècle, il y a une mode qui est une nouvelle religion, le spiritualisme, où on communique avec les morts et on reçoit des messages d'outre-tombe. Et beaucoup de ces gens de la Nouvelle-Orléans, ils deviennent des adeptes de cette religion. Ils communiquent avec leurs ancêtres, avec Napoléon, avec Jésus, avec Mohamed, avec Abraham Lincoln, tout le monde que vous voulez. Et ils sont inspirés. Vraiment, ils se réunissent. Il y a des médiums. Et Louis-Henri Ré, le poète que j'ai lu tout à l'heure, c'est un médium. Il communique avec les morts. Ça, c'est un dessin qui montre l'ascension spirituelle dans la religion spiritualiste. Alors, l'autre chose à mentionner, c'est qu'avant la guerre, il y a un régime de censure. Je ne vais pas lire le document qu'il y a ici, là, je vais passer plus rapidement pour arriver à notre poème. Mais en 1830, la Louisiane adopte une loi comme quoi, si on écrit, imprime, publie ou répand tout document qui pourrait produire du mécontentement parmi la population de couleur libre, ou de l'insubordination parmi les esclaves, on les met dans le même panier, on est passible à la peine de mort. Donc, la liberté d'expression, ça n'existe pas aux États-Unis, dans certains États, et ce n'est pas reconnu comme un principe qui est appliqué à la grandeur du pays avant la fin du 19e siècle, en fait. Donc, dans un État, on pouvait absolument limiter, bâillonner la liberté d'expression. Alors, le troisième point, qui sera le contexte du poème qu'on va voir en point de conclusion, c'est un incident tragique et vraiment atroce qui s'est produit en 1866. Donc la guerre se termine en 1865 et une des premières grandes questions à régler, c'est la réintégration des États rebelles. On veut les réadmettre dans l'Union. Donc que le pays retrouve son unité. Et pour faire ça, il faut changer le système politique, parce que l'esclavage était à la base du système économique et politique. Il faut adopter de nouvelles constitutions, il faut intégrer de nouveaux électeurs, si on va accorder le suffrage aux affranchis. Et puis, il y a une résistance de la part des anciens confédérés. Et en 1866, il y a une faction radicale du Parti républicain. Donc, les démocrates, à l'époque, étaient pro-esclavagistes. Les républicains, ça c'est le parti d'Abraham Lincoln, majoritairement contre l'esclavage. Donc, les gens de couleur rallient le Parti républicain. Et la Tribune va devenir le journal officiel du Parti républicain pendant plusieurs années. Ils vont rouvrir une convention constitutionnelle qui avait déjà eu lieu en 1864 et qui s'était bloquée sur la question du suffrage aux Noirs. Ils vont rouvrir ça parce que si on a plus d'électeurs noirs, il y a plus de chances de favoriser des mesures positives. Et cette convention-là était prévue pour le 30 juillet 1866. Et ce jour-là, il y a on appelait ça un riot à l'époque. Vous pouvez voir un témoignage du commandant militaire de la région. Ce n'était pas une époque, c'était un massacre où des policiers qui étaient d'anciens soldats confédérés étaient absolument complices. La mairie est absolument complice. Une quarantaine de personnes meurent. C'est la traque aux Noirs dans les rues. Et voilà, ça va choquer tout le pays. Et cet incident va amener une série de lois par lesquelles le Congrès des États-Unis prend les rênes de la reconstruction et va vraiment essayer de forcer les États à avoir un traitement beaucoup plus favorable envers les anciens esclaves et surtout
étendre le droit de vote. Étendre le droit de vote. Et dans ce temps-là, et ce jour-là, le 30 juillet, la tribune était présente. Ils étaient dans la salle, les journalistes étaient là, ils vont se cacher, ils vont s'enfuir. Le journal, en fait, l'imprimerie du journal est saccagée. Parce que, évidemment, sa production journalistique est très mal vue par les anciens confédérés. Et pendant très longtemps, c'est là une petite découverte archivistique que j'ai faite, jusqu'à maintenant, aujourd'hui en fait, on pensait que tous les numéros dans les semaines autour de cette date-là étaient perdus. Et ils n'étaient pas perdus, ils sommeillaient à Worcester, Massachusetts, dans un dossier, dans un centre d'archives, the American Antiquarian Society. Et puis, je les ai trouvés cet été. Donc, j'appelle ça une découverte. C'est vraiment une trouvaille. Et c'est important parce que la Tribune était le seul journal qui défendait la Convention. Tous les autres étaient des journaux conservateurs. Et la Tribune se bat pour promouvoir ce point de vue qu'il faut changer la Constitution, il faut donner le droit de vote aux Noirs. Et maintenant, je suis en train de préparer un article sur qu'est-ce que la Tribune faisait dans les jours qui ont suivi le massacre. On ne le sait pas. On ne le savait pas jusqu'ici. Donc ça, c'est une petite liste des numéros perdus. Il y en avait en juillet, juste avant la Convention de 66. Et il y en a dans le dossier dans les jours qui ont suivi. La Convention devait avoir lieu le lundi. Il y a des numéros, il y a 2 numéros qui manquent, je pense encore, mais j'ai quand même 3 jours et c'est très riche. Vous avez quelques titres là. On va voir tout à l'heure le rôle de ce jeune homme, Victor Lacroix, qui était un des victimes, assassiné à sang-froid par d'anciens confédérés, la police. Et ce qu'il voulait surtout, il voulait que la complicité de la mairie, de la police soit reconnue, et que ça soit su que c'était un massacre. Ce n'était pas une émeute qui avait débordé, c'était vraiment un acte de violence politique. C'est ça qu'il voulait savoir. Et c'est intéressant parce qu'ils vont tout de suite recourir à un parallèle dans l'histoire française. Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, pendant les guerres de religion qui opposaient les catholiques et les protestants. Si vous ne le savez pas, cette année-là, en 1572, des dizaines de milliers de protestants ont été massacrés en France. C'est avec vraiment la complicité du roi Charles IX. C'est une date qui résonne encore dans l'histoire, dans les annales. Et les créoles de couleur voient tout de suite que ce qui vient d'arriver, c'est le Saint-Barthélemy des Noirs. C'est la Saint-Barthélemy des Noirs. Et puis aussi, il y a beaucoup d'ironie. Je mets ça pour vous montrer le ton avant de passer à un poème. Et ça, c'est très ironique. Donc, c'est l'éditorialiste qui écrit « À bas les nègres, soit ». Et puis après, vous vivez, monsieur, il s'adresse aux conservateurs, dans un pays de nègres. Et beaucoup d'entre vous ont bien quelques bâtardises de ce côté. Il dit, bon, il y a une mixité raciale. Et vous ne pouvez pas être raciste parce que beaucoup de votre parenté est des gens de couleur. Donc ils narguent. C'est très combatif. Alors, on va passer à un poème que je vais lire. Mais là, ça va nous amener à notre point de discussion. C'est par cet écrivain anonyme, Camille Naudin. C'est une ode, c'est-à-dire que c'est un texte qui appartient à un genre élevé de la poésie, sur un ton tragique, qui a été composé un an après le massacre, au moment où, et qui est paru le jour même des cérémonies de commémoration du massacre dans le Capitole. C'était un édifice qu'on appelait The Mechanics' Institute, donc c'est connu aujourd'hui comme The Mechanics' Institute Massacre, cet incident-là. Il y a eu une cérémonie de commémoration, la Tribune l'avait organisée, et puis le jour même est paru ce poème, Ode au martyr, que je vais lire lentement, et après je ferai une petite explication et point de conclusion. Le soleil de juillet dorait encore la ville qui agitait le brandon de la guerre civile. Par une infâme main, le tocsin agité sonnait pour la terreur, non pour la liberté. Un peuple d'assassins, anciens esclavagistes, dont l'avenir un jour vous donnera les listes, gentilshommes du fouet, armés de leurs poignards, cohortes de bourreaux, sortis de toutes parts. Liberté, liberté, toi, fille de Phrygie, par tous les peuples saints, en tout lieu si chérie, ne régneras-tu pas?
Si, bientôt, espérons, qu'un nom du grand prophète, sous le talon maudit, levant la fière tête, sainte, tu régneras. Écoutez, le tocsin redouble sa romance, de fer, de feu, de sang, le massacre commence. Sommes-nous revenus au temps où Charles IX, de son palais du Louvre, pâle, défait de la fenêtre qui s'entr'ouvre, tuait les bienvenus? Barthélemy des Noirs, le grand mot est trouvé. Venez voir un enfant sur le sol achevé, d'hostie, un noble cœur, digne de me comprendre, sur un pavé sali, sans prêtre, vient de rendre, non son dernier soupir, mais son dernier élan. Est-il noir, celui-ci? Non, messieurs, il est blanc. Au capitaine Loup, un vaillant sergent d'armes, sur ce papier de deuil, donnons aussi des larmes. Victor Lacroix, ce nom qui fait frémir ma lèvre, chez tout homme de couleur amènera la fièvre. Il s'appelait la Croix. Souvenez-vous aussi de ce fils du martyr que depuis 18 siècles l'univers admire, Christ mourant sur la croix. Victor Lacroix est mort. C'était une belle âme. Depuis 3 mois à peine, il avait pris sa femme qui versa plus d'un pleur. Il est mort. Mais demandant justice, honorons, noirs et blancs, ce vaillant sacrifice d'un mort au champ d'honneur. Ils tombaient, ces fils de race noire, comme tombent au froid les feuilles. Oui, l'histoire racontera ceci. Dans un sanglant ruisseau, M trempa son mouchoir pour en faire un drapeau, et les paletoquets qu'on a vus dans la cave quand le canon tombait faisant jaillir leur bave en lâches finiront comme finissent tous les lâches animaux, chacals, corbeaux et loups. Le drapeau blanc paraît assassin, c'est un prêtre. Pour un instant au moins, laissez-le apparaître. Horton, le bienveillant, non pas, il faut des morts à cette horrible fête. Femmes, vieillards, enfants, apportez votre tête à leurs couteaux sanglants. Viennent policemen et pompiers, c'est le calme. Non, des horreurs du jour, ils emportent la palme. T, c'est un policier. N'est-il pas là? Tuez, tuez, dit-il. Vive la boucherie. En répandant ce sang, nous sauvons la patrie. Et ma foi, l'on tua. Mechanics Institute, Henderson, tu voulus de la Convention être l'un des élus, cela te coûta cher. Tu tombas, une balle, pâle et chaud, sans pitié, te jetas sur la balle. La dalle était jalouse, elle te soulevait. Tu crias bien longtemps, ton bras dans l'air mouvait. Je crois te voir encore sur ton lit d'agonie, dans un dernier effort, disant « Oh, ma patrie !» Les martyrs, les voici, les principaux sans doute. Moi, de tous les grands morts, ne puis suivre la route, puisque bien loin étant, je n'ai pu voir le crime à chaque coin de rue, fusillant, poignardant. La première venue porta-t-elle un enfant? Allons, finissons-en. Qu'à jamais la concorde vous apporte demain de John Brown la corde faite d'égalité. Vous êtes frères, tous. Cherchez donc dans vos âmes un mot, pardon. Au nom des enfants et des femmes, je dis fraternité. Encore quelques vers. Ne parlez plus de guerre, parlez de liberté. Blancs et noirs, si naguère vous vous êtes battus, oubliez, soyez justes et bons, vous serez pardonnés. À vous martyriser cette dernière feuille, que votre âme là-haut, au pied de Dieu, l'accueille. Mais, je dirai toujours, mulâtre, noir et blanc, Victor Lacroix est mort, Jeff Davis est vivant. Alors, je vais expliquer les derniers vers. Jeff Davis était le président de la Confédération. Donc, quand les États du Sud sont séparés, c'est lui qui s'est fait élire, c'est à lui qui a mené l'effort de guerre. Et il a vécu jusqu'en 1889, adulé par les anciens conservateurs. Donc, évidemment, il y a une grande pointe d'ironie de dire que cet homme qui a trahi sa nation, Jeff Davis, vit encore, et ce jeune homme, Victor Lacroix, a été assassiné par la police, par d'anciens confédérés. Il y a juste quelques petites explications. Donc, une chose qu'on voit, c'est la devise de la France, égalité, liberté, égalité, fraternité, en italique, dans le texte original. On est dans un contexte très américain, mais la référence française reste comme un modèle. On pourrait avoir ça ici, on pourrait avoir ça, et c'est vers ça qu'on veut s'en aller.
Les gens qui sont mentionnés, ce sont la plupart de les j'ai identifiés. Donc Horton était vraiment un pasteur protestant. Et dans les numéros de la Tribune qui sont sortis, que j'ai retrouvés, il était à l'hôpital. Et donc on suit un peu les progrès de sa santé. Il est décédé. Il s'appelait Jotham Horton. Il venait du Nord. Il était pasteur, comme j'ai dit, d'une église noire protestante. Et Victor Lacroix, c'est un cas très intéressant. Il avait à peu près 27 ans à l'époque. Il venait d'une famille riche. Son père, François Lacroix, était français d'origine. Il était tailleur. Il habillait vraiment à la mode les gens de la Nouvelle-Orléans. Et puis lui, il s'était enrôlé dans les unités des couleurs. Donc sa mère était une femme de couleur. Et c'est très curieux parce que je disais tout à l'heure que les identités sont stratégiques. Ici, il est là comme un martyr de la cause des Noirs. Mais en fait, quelques années plus tard, sa femme, qui s'appelait Sarah Brown, va dire que leur mariage n'était pas légitime parce qu'elle ne savait même pas que c'était un Noir. Il avait la peau très claire. Donc quand je disais tout à l'heure que c'est pas comme on peut se l'imaginer que bon, on est noir et blanc. C'est pas comme ça que c'était à l'époque. Et quand l'élite de couleur vont se rallier aux Noirs, ils choisissent de devenir Noirs. C'est une identité politique. Ils auraient pu faire d'autres choses, et beaucoup ont fait d'autres choses. Et cette dernière strophe m'intéresse beaucoup. C'est le seul poème des 80. Bon, tous les poèmes ne sont pas politiques. Il y a des poèmes d'amour, il y a des poèmes sur la nature, sur toutes sortes de choses. Mais il y a des poèmes qui parlent de l'égalité raciale. C'est la seule fois où le mot mulâtre est employé. On ne le voit pas beaucoup. On ne voit pas genre de couleur. C'est vraiment noir ou blanc. Et ce qui est beaucoup plus typique, un peu plus haut, c'est « Blancs et noirs, unissez-vous ». On voit ça beaucoup. Mais ici, on a, je vous dirai toujours, mulâtre, noir et blanc. Victor Lacroix est mort. Jeff Davis est vivant. On voit le dernier vers, c'est très binaire, c'est une antithèse, ironique. C'est injuste, c'est très injuste ça. Mais avant, on voit qu'on ne peut pas tout diviser en dichotomie. Ce n'est pas binaire en fait, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus complexe. Donc quand je lis ces poèmes, je suis très attentif à la dichotomie raciale. Donc est-ce qu'on est deux qui devenons un corps uni? Et parce que la réalité sociale, c'était pas nécessairement ça. C'était, comme j'ai dit, une société à 3 étages. Mais dans ce contexte-là, où aux États-Unis, on était blanc ou noir, les gens de couleur, ils ont dû choisir leur camp. Et beaucoup d'entre eux, ils ont choisi de devenir noirs. Et vraiment, je ne sais pas si je peux vous convaincre de ça, mais on pouvait prendre des gens de l'époque, de cette catégorie-là, on les met dans cette catégorie-là, vous n'avez aucune idée, vous ne pouvez pas les identifier. Mais ils étaient étiquetés comme ça, et pour des raisons politiques et même de courage politique, ils ont voulu rallier cette cause. Donc, on voit un peu cela dans ce poème. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Donc, si je peux vous laisser avec 2 points, ce serait le ton très urgent, tragique mais urgent en même temps. Ce serait la référence française qui est là, même en contexte très américain. Et puis, ce serait cette question identitaire qu'on veut résoudre par l'unité des Blancs et des Noirs. Mais derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors, pour finir, pourquoi c'est important? Il me reste 1 ou 2 minutes. Parce que l'histoire de cette époque, elle n'est vraiment pas terminée. Elle n'est pas du tout terminée dans les années 2010. Vous savez peut-être en 2015, il y a eu un massacre dans une église à Charleston, en Caroline du Sud. Un jeune homme nostalgique de la Confédération, il avait des drapeaux confédérés chez lui, a tué un groupe d'une congrégation noire. Puis après ça, il y a eu une remise en question très intense des monuments aux anciens confédérés. Ça, c'est une photo que j'ai prise à la Nouvelle-Orléans. J'étais là quand 2 des 4 monuments en hommage aux anciens esclavagistes ont été relocalisés. C'était en mai 2017. J'ai un petit essai que vous pouvez lire. C'est un témoignage. Ce n'est pas un travail scientifique. Ça, c'est une statue du chef des armées de la Confédération, Robert E. Lee, qui, pour moi, comme jeune blanc du Sud, c'était un héros. Il avait défendu le Sud, c'était un héros. Mais il défendait la clause esclavagiste. Là, je partage un peu du personnel pour vous montrer que la mémoire de ces événements-là, ce n'est pas résolu. Il n'y a pas de statue aux martyrs
du massacre du 30 juillet 1866. J'aimerais voir ça. Après la guerre, les Blancs ont repris le pouvoir, les conservateurs, et ils ont installé des monuments à leurs héros du Sud. Et donc, j'aime beaucoup cette photo-là. Donc, ça a été relocalisé. Ça pèse plusieurs tonnes. C'est immense sur le fait de cette colonne. Il y avait des tireurs d'élite sur les toits. Tous les ouvriers étaient cagoulés parce que c'est très tendu. Il y avait des menaces de mort contre la mairie pour cela. Évidemment, j'aime beaucoup la photo parce qu'on a une femme, peut-être un peu plus jeune que moi dans la trentaine, qui regarde. Pour elle, c'est très important ce qui se passe, et c'était important pour nous tous. Mais son bébé, en fait, regarde ailleurs. Et pour moi, c'est l'avenir. Peut-être qu'on va réussir à tourner la page. Son bébé est en train de voir d'autres choses. Alors voilà, je pense que je suis à peu près resté dans les temps, ce qui peut laisser quelques minutes pour des questions. Merci, et merci à Jonathan, et merci à Martin, et merci à vous.